Salut les amis, alors nous voici aujourd'hui pour parler de mon livre préféré quand j'avais 10 ans, c'est-à-dire Cro-Blanc de Jack London. Comme je viens de le dire, c'est un livre que j'ai lu quand j'avais 10 ans, c'est le premier livre que j'ai lu seul, en entier, en braille, et c'est le seul livre de ma vie, je crois, en braille que j'ai fini, enfin un livre en tout cas de plusieurs volumes, parce que j'ai dû lire en entier des livres genre... le contrat social, le banquet de Platon, des trucs comme ça, mais c'est super court et voilà. En tout cas, là, il faisait 3 tomes en braille. 2h05 précisément quand je l'ai écouté il y a quelques jours. J'ai vraiment compté le temps quand j'ai démarré, quand j'ai fini, parce que je me souvenais que c'était court, donc je savais que je pouvais le lire en une traite. Donc c'est vraiment très court, et pourtant, ça fait 3 tomes en braille. Et pourtant aussi, je l'ai lu en entier, alors que je ne supporte pas de lire en braille, et que généralement, je m'endors au bout de 5 lignes. Donc c'est quelque chose pour moi. Clairement, je lui aurais mis 10 sur 10 quand j'avais 10 ans. Ensuite, je l'ai relu quand j'étais au lycée et j'avais été ultra déçue. Je pense que parce que voilà, je l'idéalisais énormément et quand je l'ai lu, je me suis dit ah ouais, en fait, c'est juste ça. Déjà, je m'étais pas imaginé que c'était aussi court quand je l'ai lu en braille, ça m'a pris au moins un mois à le lire, je crois. Donc là, quand je l'ai lu en 2 heures, j'étais vraiment un peu dégoûtée, puis le fait que ça soit pas détaillé faisait que pour moi c'était génial. Quand tu passes 2 ou 3 minutes à lire une phrase, j'exagère un peu mais à peine, quand tu passes on va dire 20 secondes à lire une phrase, le fait que la phrase ce soit vraiment il fait ci, il fait ça, et il va là-bas et pouf, c'est mieux en fait. Si tu passes du temps dans les pensées des gens et tout, tu te fais chier, c'est trop long. Alors que quand c'est sur informatique, t'as tout à fait intérêt à être ultra concentré ou à lire ligne par ligne, ou enfin surtout être concentré, parce que là quand je l'ai relu, j'ai beaucoup plus apprécié. Quand je l'avais relu au lycée, je l'avais mis en fond en jouant à Pokémon en même temps, etc. Et du coup, là j'en ai pas profité du tout. En fait, c'est vraiment pas un livre qui se prête à l'écouter en faisant autre chose en même temps, parce que ça va vraiment tellement à l'essentiel que... l'écouter d'une oreille, c'est passer à côté de l'histoire en fait. Ce qui était une qualité pour quelqu'un qui lit difficilement et un défaut pour quelqu'un qui lit facilement, mais pas tant que ça, parce que je l'ai relu et cette fois je l'ai vraiment bien aimé, parce que là je m'attendais plus à rien. Je me souvenais que j'avais été très déçue au lycée, donc je me disais bon, c'est pas terrible, mais je vais le relire juste pour la nostalgie. Et je suis vraiment rentrée dedans, j'ai vraiment compris ce que j'avais aimé, j'en ai bien profité. Là, je suis remontée par rapport à mon avis de quand j'étais au lycée, et je vous dirai à la fin quelle note je vais lui mettre. Mais si il est toujours dans mes livres préférés, c'est que je vais lui mettre une bonne note. Alors, en résumé, comme tout le monde le sait, parce que je pense que tout le monde connaît le film, ça raconte donc l'histoire d'un chien-loup, donc sa vie, de sa naissance jusqu'à un exploit qu'il va accomplir. Ça commence même avant sa naissance, puisque au début, on va suivre les exploits, entre guillemets, de sa mère. Exploits, entre guillemets, parce que ça consiste en partie à tuer des chiens et des gens. Donc ça peut rebuter déjà du monde. J'ai relu Cro-Blanc la semaine passée, parce que ma mère m'a dit qu'elle l'avait emmené avec elle en partant chez son père, parce qu'en fait elle était seule chez lui et elle dormait dans le grenier, et elle s'est dit tiens, je vais lire Cro-Blanc parce que c'est une petite histoire mignonne, et en fait elle l'a abandonné au bout du premier chapitre parce qu'elle était complètement effrayée après avoir lu les descriptions d'hommes qui se font dévorer par des loups, etc. Effectivement, je l'ai lu quand j'avais 10 ans, mais moi justement ce que j'aimais bien, c'était que je trouvais que ça allait, ça disait la vérité crue, entre guillemets. J'avais vraiment l'impression justement de voir la nature, la sauvagerie, etc. dans sa réalité, et c'est ça que j'aimais. Donc c'est pas bisounours, c'est pas tout rose bonbon, etc. Si ça l'était, j'aurais pas aimé quand j'avais 10 ans, parce que moi quand j'avais 10 ans, je supportais pas les trucs justement trop gnangnan, je supportais pas les dessins animés pour filles, je supportais pas tout ce qui était trop mignon, tout ça. J'aimais pas trop non plus forcément ni le sport, ni les trucs de combat, etc. Mais j'aimais vraiment les animaux, et j'aimais pas les animaux en mode oh ils sont mignons, tout ça. J'aimais les animaux dans leur côté justement brutal, entre guillemets, quoi. J'aimais les documentaires animaliers où on voyait des animaux chassés et du coup tuer d'autres animaux, etc. Enfin, j'étais vraiment dans ce délire-là. C'est ça qui m'a plu dans Cro-Blanc, c'est de voir la réalité de la nature avec le côté cruel. C'était pas du tout un truc mignon. L'histoire, donc c'est l'histoire d'un chien-loup qui va vivre des choses plus ou moins horribles avant de trouver celui qui sera... le maître, on va dire, de son cœur. Mais avant, son histoire va être vraiment pas rigolote. Donc il va en prendre plein la gueule, et ça va le rendre d'un côté très intelligent, et d'un côté très dur, très sauvage, et aussi très perturbé psychologiquement. Donc là non plus, ça va pas être
la fête tous les jours. C'est quand même un petit peu violent, mais je pense quand même qu'on peut... Enfin, moi, je l'ai lu quand j'avais 10 ans et j'ai adoré, donc je pense qu'on peut totalement le lire quand on a 10 ans. Même avant, je pense qu'on peut commencer à le lire, je sais pas, peut-être à 7 ou 8 ans. Si on n'est pas quelqu'un qui a peur, justement, des loups, des animaux dangereux, etc., et si on est plutôt quelqu'un qui trouve ça cool, on peut carrément le lire. Le concept, je pense que le concept, c'est vraiment de rassembler, en fait, de créer une harmonie entre le côté loup et le côté chien, parce que du coup, le côté loup, il est plus sauvage, plus brutal, plus intelligent, tous les côtés sauvages sont renforcés, mais le côté chien fait que, il va avoir l'envie, entre guillemets, instinctive de se lier à l'homme, et puis une propension assez certaine à l'amour et aux choses, on va dire, positives, le fait de jouer, etc., enfin, le côté néothénie des animaux de compagnie, quoi. Cro-Blanc, en fait, c'est un peu la réunion de ces deux côtés-là, et comme je vous disais, dans les 2/3, on va dire, du bouquin, il va prendre super cher, et on va le pousser au plus bas et dans les plus grandes extrêmes psychologiquement, pour en faire vraiment une machine à tuer qui a vraiment été privée d'amour et tout ça, et après, il va rencontrer le fameux Scott qui va devenir son maître, et se faire une espèce de rédemption, quoi. Le concept, c'est de mélanger le côté loup et le côté chien, et d'ailleurs, on le voit au début, parce que le fameux premier chapitre où on voit des loups qui tuent des chiens et quelqu'un, et un humain, ça montre la cruauté et l'intelligence des loups. Ma mère a trouvé ça effrayant, mais pour moi ça montrait justement à quel point les loups étaient classe, quoi. Ouais, ça montre leur force, etc., leur astuce et tout. On se dit, mettre ça, entre guillemets, dans les mains d'un homme, ça peut être une sorte de fantasme, quoi. Je pense que c'est ça que réalise ce livre. Aussi, le délire, c'est d'être du point de vue du chien loup, en fait. Même si le livre est écrit à la 3e personne, au début, on a une description un peu point de vue externe des hommes et de leurs chiens qui sont au milieu des loups. Et après, une fois qu'on a fini cet épisode-là, on va suivre la mère de Cro-Blanc, qui s'appelle Quiche. Au début, elle n'a pas de nom, c'est juste une louve, une chienne louve qui ressemble plus à une chienne, mais qui vit avec les loups, quoi. Donc on va la suivre, elle, et puis ses prétendants, etc. Et la meute qui se divise, et elle qui part au final avec le loup qui a été choisi, je sais pas comment dire, parce que c'est pas vraiment elle qui l'a choisi, c'est un peu les combats qui l'ont choisi, et elle va faire ses petits, et à partir du moment où Cro-Blanc est né, on va le suivre quasi exclusivement lui. Je crois que c'est vraiment exclusivement lui. Il me semble qu'on a quand même à quelques moments des choses où il était pas là, des pensées des gens, ou quoi que ce soit, on est toujours un peu d'un point de vue externe, mais principalement, l'intérêt et l'originalité du livre, c'est d'être du point de vue du chien, et c'est, il me semble, ce que fera Jack London dans pas mal d'autres livres, même si je les ai pas relus et que j'en ai un souvenir moins précis. Déroulement de l'intrigue, comme je vous disais, Cro-Blanc, donc, au départ, on voit des gens se faire buter par des loups, en particulier grâce à la stratégie justement d'une louve qui ressemble à une chienne. Ensuite, on va suivre cette louve qui ressemble à une chienne, se trouver un mâle et faire des petits avec. Et ensuite, le petit qui grandit, qui se fait trouver par des Indiens, qui l'élève et qui le garde pendant un moment, ensuite qui le vend à... Alors là, vous allez me dire, tu racontes toute l'histoire, mais c'est parce que je pense que tout le monde, entre guillemets, la connaît. Ce qui fait l'intérêt, c'est justement la progression aussi, quoi. Donc je pense que je vais quand même pas spoiler la toute fin. Ouais, je pense que je vais aller jusqu'à ce que Scott le trouve. La problématique principale du livre, je pense qu'elle est là, en fait. Même si ça paraît con, parce que la majorité du bouquin, c'est ce qui se passe avant. Et je pense que moi, en tout cas, ce qui m'avait le plus marqué, le plus plu, c'était ce qui se passait avant. Ce serait dommage, en fait, de pas en parler. Il est trouvé par des Indiens qui le gardent pendant un moment. Mais ensuite, il y a un mec fourbe, méchant et complètement psychopathe qui va l'acheter en faisant boire l'Indien qui possédait Cro-Blanc, et du coup qui va le prendre et le faire combattre comme chien de combat, en l'affamant, etc. Enfin, les techniques habituelles pour faire se battre des animaux, donc rien de bien agréable. Et une fois que Cro-Blanc sera une espèce de tueur psychopathe, et il y a Scott qui arrive et qui va vouloir le sauver et s'en faire son animal de compagnie, ce qui est relativement ambitieux. Mais à la fin, j'y reviendrai quand même, parce que je spoil jusqu'à un certain point, mais pas tout. Les personnages, écoutez, il y en a beaucoup, mais on ne sait pas grand-chose d'eux, à part de Cro-Blanc, parce que c'est lui qu'on suit principalement. Bon, sa mère, je pense quand même que la qualité principale, et puis l'intérêt, en tout cas surtout pour moi quand j'avais 10 ans, mais même encore maintenant, c'est pas si courant que ça d'avoir des livres qui sont du point de vue des animaux, et qui sont pas écrits de la même manière que quand c'est du point de vue des humains, même si on peut pas s'empêcher d'anthropomorphiser tout le monde. Je pense quand même que on arrive assez bien à se mettre dans le point de vue d'un loup, même s'il y a certainement quelques petits trucs qui sont moyennement crédibles,
Mais il y en a beaucoup qui sont intelligents et réalistes. Et même si les justifications ou les mots qui sont mis dessus, on peut se dire que c'est un peu trop anthropomorphisé, bah, je pense quand même que globalement c'est bien pour essayer de comprendre comment pensent les chiens-loups. Mais les personnages humains sont pas particulièrement brillants, outre Scott. Parce que au début, bah, les deux mecs qui vont se faire attaquer par les loups, ils sont ni très intéressants, ni classe, ni quoi que ce soit. Enfin, c'est juste deux mecs random. Enfin, ils sont prodigieusement random, quoi. Donc moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup de mal à avoir de l'empathie pour eux. Ensuite, bah, les Indiens, ils ont vraiment l'air de considérer les chiens-loups comme des outils. On peut pas vraiment ni les aimer ni les détester, on les considère, en tout cas moi c'est comme ça que je les vois, comme quelque chose d'un peu neutre, comme une espèce de catastrophe naturelle qui te tombe dessus. Je pense que c'est comme ça que Cro-Blanc les ressent, et du coup à la fois il est attaché à eux, il peut plus vivre sans eux, en même temps ils sont pas attachants, ils ont pas de rapport affectif avec. Et puis ensuite le fameux Beauty Smith là qui achète Cro-Blanc, bah lui c'est une horreur vraiment, donc ça donne pas une très bonne image de l'humanité. Je pense que moi c'est un peu ce que je pensais aussi quand j'avais 10 ans, donc ça me faisait du bien de le lire. Il y a Scott qui rachète un peu l'humanité à la fin, mais après je pense aussi que, parce qu'on nous parle beaucoup du wild, donc là où vraiment vivent les animaux sauvages, etc., dans le froid, le Grand Nord et tout, et je pense que c'est pas un endroit qui attire les gens bien, entre guillemets, parce que comme c'est un endroit où c'est dur de survivre, etc., il faut être un minimum dur et violent et tout pour s'y accoutumer. Du coup, le fait qu'il y ait beaucoup de gens limités ou pas très évolués émotionnellement, c'est pas trop étonnant quand on y réfléchit. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas un livre qui donne une très bonne image de l'humanité. Faut quand même le reconnaître. Hein. Les gens bien ont l'air d'être des exceptions. Alors après, est-ce que ça donne une bonne image des loups ou pas, ou des chiens? Non plus, parce que on a forcément de l'empathie pour Cro-Blanc parce que c'est le héros. Mais bah voilà, je vous disais, la mère de Cro-Blanc au début, elle fait toute une stratégie pour attirer les chiens, les séparer du groupe un par un pour que les loups puissent les bouffer. C'est vachement intelligent, c'est vachement cool, enfin classe en tout cas. Mais c'est sûr que moralement, on se dit bah voilà, c'est une espèce de salope, de traîtresse, voilà, enfin tout ce que tu veux. C'est pas super, mais moi je me dis, je l'admire d'un point de vue de l'intelligence en fait. Pour le côté justement, ouais, à la fois intelligent, impitoyable et tout ça. Puis bon, il faut bien survivre, quoi. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui va forcément réconcilier les gens avec les loups. Moi, c'est parce que je les aimais déjà, mais clairement, si on les aime pas ou si on a peur des loups, ça va pas. Je pense que ça va pas trop aider. Et puis, bah après, les chiens, c'est pareil, ils sont tous terribles envers Cro-Blanc. Ils ont décidé de le martyriser, etc. Je pense que c'est assez réaliste parce que les gens pensent souvent que les chiens sont gentils, etc. Et je pense que c'est bien de montrer aussi que les animaux sont extrêmement bâtards entre eux, et que bah, si les humains les en empêchent pas, entre guillemets, et qu'au contraire ils décident de se servir de ça, ça peut très vite être extrêmement malsain. Il faut pas penser que les animaux sont purs, innocents, etc. Parce que c'est pas du tout le cas. Je pense que de la même manière que je ressentais le besoin de lire ça envers les enfants dans Sa Majesté des Mouches, je trouve ça bien de lire ça envers les animaux dans Cro-Blanc. Et c'est pas juste envers les chiens, hein, mais beaucoup de gens sont toujours en train d'idéaliser les animaux et de considérer que eux ils sont innocents, etc. Non, c'est carrément pas le cas. Et je pense que le livre est assez réaliste à ce niveau. Donc les personnages, ils sont pas mal, mais ils se résument tous à pas grand-chose. Après, c'est toute l'histoire qui est très, très courte, très rapide, très expédiée. On arrive quand même bien à s'en faire, entre guillemets, une image. Comme je vous disais, Quiche, elle est vraiment fourbe et astucieuse et prête à tout, etc. Elle est assez admirable pour son côté plein de ressources. Bon, le père de Cro-Blanc, un œil, il a gagné le combat, il est astucieux, il est assez sympa, mais on n'a pas le temps de le connaître tant que ça pour dire qu'il a une personnalité de fou. Par exemple, Lip Lip, à part faire chier Cro-Blanc, il fait pas grand-chose et on sait pas grand-chose de lui finalement. Je me dis que finalement, pour un rival, entre guillemets, ça aurait peut-être été bien qu'on en sache plus sur lui et qu'il ait plus d'intérêt. Moi, c'est un personnage que, voilà, forcément, quand j'étais petite, j'ai eu le temps de me faire une image de lui et de le détester, d'être contente quand Cro-Blanc avait le dessus sur lui, etc. Mais encore une fois, c'est parce que j'avais du mal à lire et que je lisais extrêmement lentement. Sinon, bah, ça passe vite et tout. Donc, l'idée était bonne et c'est un petit peu dommage que ça n'ait pas été plus loin.
parce que je pense que même d'un point de vue justement des chiens, il y avait moyen d'avoir des personnalités variées. J'aime beaucoup la personnalité de Cherokee, le chien, un des chiens qui attaque Cro-Blanc quand il est un chien de combat. Je pense que je l'avais détesté la première fois que j'avais lu parce que j'aimais Cro-Blanc et que je voulais pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Là, en relisant, j'ai vraiment beaucoup aimé le côté où d'un côté il remue la queue, il a l'air toujours calme, etc. Et en même temps, il fait le taf d'une manière assez horrible. Il est extrêmement efficace quoi, dans ce qu'il fait, et en même temps toujours en étant très calme et avec un côté toujours à remuer la queue pour les humains, etc. Genre, ouais, je suis sympa, mais on m'a demandé de tuer et je le fais bien. Je trouve que c'est bien par rapport aux animaux. Pour les humains, on les connaît pas trop. Après, ce qu'on sait d'eux, le peu qu'on en sait, entre guillemets, je le trouve assez réaliste, et ça permet assez bien de se faire une idée des personnes, mais c'est superficiel, clairement. Les apparences, il y en a pas beaucoup. Je sais très bien que Cro-Blanc, il ressemble il ressemble totalement à un loup. D'ailleurs, il me semble que la seule chose qui les fait déduire qu'il a du sang de chien, c'est le fait justement qu'il se lie pas trop difficilement avec les humains. Mais sinon, physiquement, ça se voit pas, alors que tous les autres de sa portée ressemblaient donc à Quiche, qui elle est marron, donc on sait que c'est une couleur de chien. On sait justement que le père de Cro-Blanc, c'était un loup gris classique, avec un seul œil, parce que l'autre il avait dû le perdre au combat. Mais par exemple, les Plip, je sais pas du tout à quoi ils ressemblent. Les Indiens non plus, ils ont juste des noms et j'ai vraiment pas le souvenir qu'ils soient décrits physiquement. Beauty Smith, on sait qu'il est très moche. Et il me semble qu'on a une vague description de Scott en tant que mec normal, plutôt jeune et plutôt classe. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de descriptions. Enfin, il y a des descriptions de nature, d'animaux, etc. vite fait. Mais des descriptions vraiment des personnages, je trouve pas trop. Après oui, on a une description justement du fameux Cherokee, le bulldog qui attaque Cro-Blanc, parce que son physique va entrer en ligne de compte dans comment il va se battre, et on a des descriptions comme ça de plusieurs chiens qui vont être envoyés au combat et tout, si leur description entre en compte dans ce qui va se passer. Mais je trouve qu'il n'y a pas tant que ça d'apparence. Et de l'évolution, il y a que de l'évolution de Cro-Blanc. Parce que lui, comme je vous disais, au début il va prendre super cher et après il va falloir en revenir et ça va pas être évident. Comme on le voit quasiment naître et qu'ensuite on le voit grandir, apprendre la vie, sortir de sa grotte, découvrir, par exemple tomber dans l'eau, parce qu'au départ il voit l'eau et il se dit tiens ça a l'air cool, il essaye de marcher dessus et puis pouf il tombe et il a peur parce qu'il se dit mince on peut pas marcher dessus. Enfin plein de petits trucs comme ça, donc c'est le principe même de l'évolution, ce qu'on voit de lui. Au départ qui reste avec sa mère, etc. Puis au bout d'un moment sa mère elle le reconnaît plus, c'est trop triste et tout. Tout ce qu'il vit, c'est extrêmement... il évolue extrêmement vite, parce que forcément, les animaux, ça vieillit vite, et c'est obligé d'apprendre vite pour survivre, etc. Donc il en prend plein la gueule, et il évolue beaucoup par rapport à ça. On le voit justement qu'il est intelligent, qu'il apprend des choses, et ça va expliquer pourquoi justement il va avoir cette intelligence assez ouf sur la fin. Donc oui, lui il évolue, mais il y a vraiment que lui. On n'a pas le temps pour faire autre chose, en même temps le livre est assez court comme ça. L'univers, les lieux, les créatures, c'est notre monde. J'ai pas été justement au pôle Nord ou dans le Groenland ou dans les endroits comme ça pour vérifier comment c'était réellement. D'ailleurs, je sais même pas exactement où ça se situe. Peut-être que c'est juste au Canada ou quelque chose comme ça. Ça se trouve, je vais chercher trop loin parce que des endroits froids en Amérique, il y en a aussi, quoi. J'ai aucune idée d'où ça se situe, mais moi, ça a concrètement contribué à me forger mes images justement du Grand Nord, etc. Parce que oui, quand j'étais enfant, je voulais absolument y aller et je me disais quand je serai grande, voilà, moi je veux avoir des chiens de traîneau et je veux vivre dans le Grand Nord et tout. J'ai très vite revu mes ambitions à la baisse en grandissant. Après je me disais oui, j'aurais des chiens de traîneau, mais dans la montagne en France, je sais pas, peut-être dans les Alpes ou dans le Jura, quelque chose comme ça. Puis après je me suis dit non, il fait trop froid, je vais élever des chats dans ma maison, ce sera beaucoup plus simple. Finalement j'ai même pas de chat, au moins j'ai un chien, c'est la seule chose cohérente avec mes rêves d'enfant qui s'est produit dans ma vie. Et les paysages et tout, on nous les décrit. J'ai pas le souvenir qu'on nous dise beaucoup de noms de lieux. Je pense qu'il y en a quand même quelques-uns, parce que je me suis dit à des moments que justement ça pouvait peut-être être aux États-Unis, mais j'en suis même pas sûre, donc bon. Ça m'a pas marqué, mais de toute façon, moi je suis pas quelqu'un qui suis très porté sur les lieux et tout. Donc c'est notre monde, et puis point. Et le seul intérêt, c'est de voir les animaux de manière proche, comme dans un documentaire animalier, quoi. Logique et cohésion, j'ai pas vu de faute. Peut-être que certaines choses que fait Cro-Blanc me paraissent qu'à moitié crédibles. La plupart, j'y crois. Et je pense vraiment que
que ce doit être basé sur des faits entre guillemets réels, enfin que des chiens peuvent avoir fait des choses similaires, etc. Donc l'idée qu'un chien loup les fasse, c'est pas choquant. Je pense qu'il n'y a pas de faute de logique et de cohésion, à mon sens, non. Des hasards, entre guillemets, un peu capillotractés ou quoi, pourquoi pas, mais des fautes, je crois pas. Mystère et découverte, il y en a, parce que voir le monde à travers l'esprit d'un jeune loup, c'est intéressant. Et essayer de comprendre comment il voit l'humanité, c'est intéressant, même si la vision de Jack London, on n'est pas obligé de la partager, parce que pour lui, les chiens, je me souviens qu'il y avait ça dans d'autres livres aussi, donc pour lui, ça a l'air d'être vraiment un truc général auquel il a l'air de croire, même si c'est peut-être qu'une métaphore, mais c'est comme ça qu'il voit l'esprit des chiens, qu'il considère vraiment les humains comme des dieux. Certes que quand il le décrit, ça paraît pas complètement con parce qu'ils disent oui c'est contrairement aux dieux des humains, là c'est des dieux qui peuvent voir, avec lesquels ils peuvent interagir, c'est des dieux très concrets, c'est des dieux parce qu'ils font des choses incompréhensibles et que ils ont beaucoup plus de pouvoir que n'importe quel animal. Voilà, on sait pas où s'arrête leur pouvoir, etc. À la fois ils sont très concrets, ils peuvent punir, récompenser et tout, à la fois ils peuvent quand même être blessés, etc. Donc je me dis, ça peut se tenir dans la vision des dieux, par exemple grecs ou quoi, des dieux qui seraient plus proches de nous et qu'on pourrait voir et qui pourraient interagir avec nous et qui font des choses justement qu'on peut juger un peu incompréhensibles, etc. On est obligé de se soumettre parce qu'ils sont plus forts que nous, mais concrètement, on n'y comprend pas grand-chose. Et puis ils ont des intentions un peu floues, quoi. Il y en a qui peuvent être sympas et d'autres qui peuvent être horribles et tout ça. Je me dis pourquoi pas, mais je suis pas sûre que... comment dire ? Autant je trouve l'idée intéressante, autant je suis pas sûre de la trouver réaliste ou de la partager complètement, parce que je pense que les chiens se soumettent aux humains comme ils se soumettraient à d'autres chiens. Enfin, je suis pas complètement convaincue que leurs sentiments soient d'une nature différente, qu'ils aient vraiment une impression qui soit pas la même envers un chien qui leur soit supérieur hiérarchiquement et envers un humain. La question mérite d'être posée. Après, ça dépend justement comment on se représente, qu'est-ce que est un dieu, pour savoir si on peut être d'accord avec ça ou pas. Enfin, dans le côté, comme je vous dis, où ils peuvent pas vraiment comprendre quels sont leurs pouvoirs et qu'ils s'étonnent plus de rien de leur part, tellement ils amènent de nouveautés d'un coup, ok. Après, une autre chose aussi qui m'a fait un peu grincer des dents, c'est comment, à travers Cro-Blanc, on le voit qui découvre les humains blancs et qui se dit quasiment instantanément qu'il comprend qu'ils sont supérieurs aux humains noirs, genre les Indiens qu'il a connus avant et tout. Alors, certes, après, il se passe des faits qui vont dans ce sens-là et qui lui donnent des raisons rationnelles de conclure ça. Qui dit par exemple que il y a des Indiens, des jeunes Indiens qui ont attaqué des Blancs et que les Blancs les ont tués avec une arme à feu. Il dit que ça lui a confirmé que son intuition était bonne et qu'ils étaient bien supérieurs hiérarchiquement en pouvoir et tout ça aux Indiens, mais le fait qu'il l'ait pensé tout de suite et sans justification, comme si c'était une logique en soi, je trouve que ça aurait au moins mérité qu'on nous décrive pourquoi il l'avait pensé. Parce que si c'est parce que justement les hommes blancs se comportent comme s'ils étaient supérieurs et que les Indiens ont l'air instinctivement de l'accepter, ok, mais je veux que ce soit basé sur des faits en fait. Parce que quand c'est amené comme ça, en mode ils sont arrivés et il a considéré qu'ils étaient supérieurs, comme ça, tu vois leur couleur, tu fais ah oui, logique, blanc supérieur à peau foncée, ouais, logique. Là, ça fait vraiment très bizarre et ça met un peu mal à l'aise, quoi. Donc, je pense que ça méritait d'être justifié plus en détail par des faits. Et en plus, je sais même pas si on peut établir une généralité. Parce que, est-ce que si un loup, un chien, n'importe quel, voit un humain en dominer un autre, est-ce qu'il va pas juste conclure que cet humain-là domine cet autre humain-là, ou voir que c'est un humain très fort et que lui, il domine les autres? Mais pourquoi il en conclurait que tous les blancs sont supérieurs à tous les noirs? Enfin, pourquoi un loup ou un chien ferait une différence entre les couleurs de peau d'humains? Alors que niveau chien, si tu prends un chien blanc, un chien noir, un chien roux, n'importe, il n'y a aucune raison que ça ait une corrélation directe avec leur rapport hiérarchique. Je veux dire, parce que concrètement, les couleurs, elles sont pas liées au reste des caractéristiques physiques. Ça peut l'être, mais ça ne l'est pas directement. Donc pourquoi un chien conclurait qu'une couleur fait une différence pour les humains? Cette généralisation ne me paraît pas logique. Je pense pas que les chiens pensent comme ça. Donc vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, il y a pas vraiment de raison que un chien fasse une généralisation
sur les humains par couleur. Après, si vous avez constaté des choses différentes avec vos chiens, si vous avez des chiens racistes, n'hésitez pas à me le dire, mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne comme ça. Vraiment, je le dis parce que c'est pas pour beaucoup de choses, je trouvais que c'était assez réaliste comment il montrait les pensées de Cro-Blanc, mais pour ce truc-là, ça m'a vraiment fait tiquer, parce que je me suis dit, non, là pour moi ça sonne faux. La première fois qu'il voit des humains blancs, il se dit directement ils sont supérieurs, non. Voilà, c'est vraiment le truc qui m'a dérangé. Et je sais pas pourquoi je dis ça dans Mystère et Découverte et pas dans Logique et Cohésion. J'étais arrivée dans Mystère et Découverte et puis je sais pas, j'en suis ressortie. Mais du coup, Mystère et Découverte, il y en a plein parce que explorer le monde d'un point de vue d'un loup, c'est intéressant. Explorer la nature de pays comme ça, de paysages comme ça qu'on connaît pas et tout, bien sûr que c'est intéressant. Donc il y en a, carrément. L'écriture, elle est moyenne. C'est extrêmement simple et ça va énormément à l'essentiel. Justement, c'est l'écriture qui est plutôt enfantine. Le récit, l'histoire en elle-même ne l'est pas, parce que c'est assez violent et tout, mais l'écriture l'est parce que justement, ça va énormément... c'est vraiment... voilà, il marche, il arrive dehors, il voit de l'eau, il marche dessus, il tombe, il se demande ce qui se passe... il en ressort tout mouillé, il s'ébroue. Voilà, c'est vraiment que des actions comme ça. C'est très concret, c'est des phrases très courtes, etc. Les descriptions, c'est vraiment juste ce dont on a besoin pour l'action. Il y a un côté aussi un peu conte dans la manière dont c'est décrit, justement d'un point de vue un peu distant, lointain, et avec un côté où on a l'impression d'être toujours un peu dans l'émotion. Dans certains moments, on a l'impression que le conteur, justement, l'écrivain, du coup, se moque un peu de Cro-Blanc. Dans certains moments, on a vraiment l'impression qu'il veut nous donner de l'empathie pour lui en nous montrant que sa situation est triste et que ce qu'il vit, c'est injuste. J'ai pas la sensation que le point de vue de l'auteur soit neutre. Pourtant, il nous donne jamais texto son point de vue, mais dans la manière dont les phrases sont décrites, etc., je trouve qu'il y a un peu un ton, justement, que certains moments sont présentés comme drôles, d'autres comme tristes, d'autres comme enthousiasmants, etc. Donc l'écriture, je pense qu'elle est quand même bonne parce qu'elle est assez originale, etc. Mais justement, elle est assez simpliste et peut-être un peu datée aussi sur certaines choses. Les gens, quand ils se parlent, j'y reviendrai dans les dialogues, mais ils échangent des phrases extrêmement simples aussi, courtes, et qui vont un peu à l'essentiel. Tout a l'air, justement, peut-être un peu... tellement simple que ça peut paraître édulcoré et que du coup ça pourrait être un problème. Réellement, les actes, ce qui se passe concrètement, c'est violent, mais la manière dont c'est raconté, moi ça me semble plutôt édulcoré. Alors on va vous dire que le loup mort, qui saute à la gorge, etc., mais on va jamais vous décrire vraiment des intestins qui tombent par terre. On voit un peu du sang qui coule quand ça sert pour montrer que quelqu'un est blessé, mais il n'y a pas beaucoup de détails sur les blessures, sur la manière dont les animaux ou humains sont tués, etc. C'est beaucoup ellipsé. C'est vraiment, il saute à la gorge. On va pas nous dire, justement, nous faire ressentir le truc ou nous faire voir justement des tripes, du sang, quelque chose de bien mouillé, bien crado. Voilà, moi je dis ça parce que j'adore Stephen King, etc. Donc forcément les descriptions bien détaillées, bien gore, j'en ai lu plein et j'aime bien ça. Donc là c'est vraiment, il saute à la gorge, il mord la jugulaire et l'animal est mort et puis point. Il n'y a pas de détails. Donc ça va à l'essentiel, on voit la scène, mais justement c'est pas gore, voilà. Donc pour moi c'est enfantin dans ce sens-là, et ça peut être un problème parce que justement c'est très... ça survole beaucoup les choses, j'allais dire c'est très épuré, ouais c'est ça le mot que je cherchais. Ça va vraiment juste dessiner des contours. Donc on pourrait se dire que ça manque de détails. Alors voilà, c'est bien pour une lecture rapide, pour les gens qui lisent lentement, etc. Mais pour les gens comme moi qui adorent les bouquins de 1500 pages, c'est un petit peu triste. Poésie et contemplation, il peut y en avoir dans certaines images, ou aussi dans la vision de la nature, le côté impitoyable, où il y a un côté un peu merveilleux, à la fois du renouvellement de la vie, du côté diversifié, etc. de la vie, mais en même temps quelque chose de très cruel, par moment. Moi, je trouve qu'il y a un côté poétique là-dedans. Je pense que tout le monde ne le verra pas, clairement, donc c'est tout à fait discutable, mais le côté faire face à la nature dans sa brutalité, moi, je trouve que il y a quelque chose de poétique dans le côté un peu méditation sur l'existence, se confronter, je sais pas moi, justement à des paysages comme le désert, le Grand Nord, enfin des endroits un peu difficiles où tu sens que la vie est fragile, etc., et que il faut se battre justement pour survivre, etc., et que ça te ramène un peu à quelque chose d'essentiel en nous, justement, qui est l'espèce de pulsion de vie, quoi. Donc pour moi, il y a quelque chose de poétique là-dedans, mais comme je vous dis, c'est
c'est un peu tiré par les cheveux, je le reconnais. Et suspense et action, il y a quasiment que ça, parce que quand on est avec un loup, il faut chasser pour vivre. Donc à chaque fois qu'on se bat contre un animal, on risque d'être blessé, on risque d'y laisser la vie, etc. Dès qu'il y a des famines, on commence à se battre entre prédateurs parce qu'il n'y a plus de proie. Après, même quand on est avec les humains, il y a des chiens qui l'attaquent sans arrêt, donc il faut toujours se battre et essayer aussi de ne pas se faire trop blesser et de montrer sa domination, etc. sans prendre trop cher. À la fois remettre les autres en place, mais se faire détester fait que avoir plein d'ennemis, c'est difficile à vivre et tout. Donc de l'action, il y en a sans arrêt, et du suspense aussi, parce que la vie de Cro-Blanc, elle est vraiment tout le temps sur le fil du rasoir. Jamais vous allez vous dire, ça y est, là, il est peinard, il est pépère. Tout le long, vraiment, il est toujours en danger. Les dialogues, je vous disais, ils sont ultra simplistes, et il y a des phrases qui m'ont vraiment fait rigoler, comme je vous disais, les deux premiers gars avec leurs chiens qui se font cerner par les loups et qu'on suit, ils ont des dialogues. Il y en a un qui dit oui, je m'inquiète d'être encerclé par des loups, on va peut-être finir dans leur estomac et ça, et puis l'autre il lui fait oui, tu t'inquiètes trop, une bonne cuillère de bicarbonate de soude et tu vas voir, ça va te calmer, parce que tu parles comme ça parce que t'as des problèmes d'estomac, ça c'est bien connu, etc. Alors vas-y, une bonne cuillère de bicarbonate de soude. Je me suis dit, c'est quoi cette pharmacopée, les vieux jugements, t'es stressé, une cuillère de bicarbonate de soude. Puis après le mec continue le lendemain à dire on va se faire manger, il y a des chiens qui ont disparu, moi je commence à flipper, etc. Puis l'autre qui lui dit oh là là, quand on sera rentré, tu prendras une bonne dose de quinine, tu verras, ça ira beaucoup mieux. De toute façon, tu parles comme ça parce que t'as de la fièvre. Et je me suis dit waouh. Là, on sent qu'on est en 1900 et quelques. Quand on nous propose des remèdes comme ça, un peu hardcore. Je me demandais si on allait nous dire allez, un bon rail de coke, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral. Les dialogues sont assez datés, ils ont quasiment pas d'intérêt, ils sont vraiment quelconques. C'est pas du tout le point fort du livre. Crédibilité, réalisme, je vous dis, il y a vraiment un côté daté, il y a vraiment un côté simpliste. En même temps, les gens qu'on suit sont pas non plus des prix Nobel. Donc, vraiment, Scott, à la fin, c'est le plus intelligent qu'on suit. Il parle pas spécialement mieux que les autres ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il a plus de principes moraux. Après, les gens, globalement, ne parlent pas beaucoup dans ce livre. Ils sont vraiment plus dans l'action que dans le blabla. Et ça se ressent énormément. Donc, les dialogues sont vraiment minimalistes et pas du tout au centre de l'histoire ou quoi que ce soit. Et quand il y en a, ça casse pas des briques, faut le dire. Et du coup, il n'y a aucune originalité côté marquant sur le plan du dialogue. Mais vraiment aucune. Pour moi, c'est plus un point faible qu'autre chose, il faut quand même l'avouer. L'intérêt du livre, c'est vraiment les animaux, les humains, ils servent à rien. Enfin, ils servent soit comme problème, soit comme solution, mais c'est pas eux qui sont au centre de l'intérêt. Et du coup, en note globale, après un long moment de réflexion, j'ai mis 8, parce que cette fois, j'ai vraiment réussi à me replonger dedans, j'ai bien ressenti la nostalgie, j'ai bien visualisé les scènes, je me suis rappelé de pourquoi pendant des années je me disais je suis comme Cro-Blanc parce que je supporte pas d'entendre des rires, etc. Enfin, il y a plein de choses qui me sont revenues sur le point où j'aimais ce livre et où pour moi c'était un truc qui m'avait marqué et qui m'avait influencé, etc. J'ai retrouvé plein de traces de choses qui étaient passées un peu dans mon inconscient et tout, et ça m'a énormément fait plaisir de retrouver tout ça. Le truc est quand même extrêmement fluide et agréable à lire et ça s'écoute tout seul. Après, c'est mieux de le faire sans faire autre chose en même temps, comme je vous disais. Là, je l'ai écouté parce que j'étais dans une nuit d'insomnie, j'étais vraiment pas bien, je pouvais pas dormir. Je me suis dit, allez, je le mets en fond, je sais que ça dure pas longtemps, et j'espère qu'après je me sentirai mieux. Ça m'a clairement changé les idées. J'étais couchée, je l'ai écouté comme ça d'une traite. Ça m'a vraiment dépaysé, changé les idées, reposé, etc. Reposé dans le côté justement où on vit vraiment un voyage, une vie, quoi. Et ça m'a plongé justement dans mes souvenirs d'enfance, dans la nostalgie et tout. J'en ai vraiment bien profité de visualiser les scènes, etc. Il y a quelques petits points qui m'ont dérangé, mais globalement, c'était quand même un bon moment. Je pense que c'est aussi aidé parce que, comme je vous dis, j'en attendais plus rien parce que je l'avais déjà relu au lycée, donc je l'idéalisais plus du tout. Je me disais, bon, de toute façon, c'est pas terrible, mais je le relis comme ça pour me faire une idée. Et en fait, je l'ai mieux aimé. Quand j'étais au lycée, je lui aurais peut-être mis 6 ou quelque chose comme ça, parce que j'avais trouvé ça plutôt quelconque. Mais c'est parce que voilà, j'étais extrêmement déçue. Là, je peux vraiment lui mettre 8 parce que je sais que globalement, je pense que dans ma vie, il restera toujours important. Et pour moi, il aura toujours une place particulière, il me provoque des émotions particulières, etc. Donc après, si vous le découvrez en ayant déjà 30 ans ou quoi, vous allez sûrement le trouver relativement anecdotique. Pas désagréable, mais anecdotique. Donc vous serez peut-être plus sur un 7 que sur un 8.
Mais en tout cas, moi, dans ma vie, au niveau de ce que je ressens, je sais que je vais rester sur un 8 parce que j'ai l'impression de voyager aussi en moi-même et dans mon passé, etc. quand je le relis. Ce qui me le faisait beaucoup moins au lycée parce que j'avais pas encore perdu la mémoire de ce que j'étais quand j'avais 10 ans. J'étais dans la continuité, à la fois j'étais plus la même, donc je pouvais plus prendre le même plaisir, en plus c'était plus sous le même format, donc voilà. Comme je vous dis, entre le lire sur un mois et le lire sur 2 heures, ça n'a rien à voir en fait. J'étais trop proche de celle que j'étais avant pour pouvoir avoir le côté distant, nostalgie, exploration de soi-même, redécouverte du passé, etc. Donc ça avait moins d'intérêt à ce niveau. Et puis il y avait aussi qu'il fallait que je retombe de mon idéalisation. Je pense que vous, si vous lisez aujourd'hui, vous lui mettrez pas 8, mais pour moi, c'est comme ça et je pense que ça va le rester. Je pense que si je le relis dans 10 ans, je repenserai à nouveau ah là là, ouais, sacré Cro-Blanc, sacré souvenir. Bonne tranche de vie, tranche de mon inconscient, tranche de plein de choses. Et voilà, ça reste une espèce de pierre à mon édifice intérieur que je pourrais jamais retirer. Par contre, là où je le conseille, c'est aux enfants qui aiment aussi les animaux et qui sont pas rebutés ou effrayés par la cruauté de la nature. Si vous connaissez des enfants comme ça, qui ont entre 7 et 12 ans, je pense que c'est super génial de lire ce genre de livre. Et que clairement, moi, c'est je vous dis, le seul livre en braille que j'ai terminé. J'ai vraiment adoré le lire, j'ai des super bons souvenirs encore quand j'y repense de cette période. J'ai jamais retrouvé ça. Et pourtant, je pense que voilà, il y avait d'autres livres de Jack London, j'aurais peut-être pu les trouver, mais c'était pas hyper facile de trouver des livres en braille. J'ai sûrement dû demander au CDI qu'on me dise qu'il n'y en avait pas, puisque finalement c'est ma mère qui m'a lu après L'Appel de la forêt et un ou deux autres dont je me souviens plus les titres. J'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi fort, mais je pense que ce qui comptait c'était aussi que je le lisais moi-même, justement de manière très lente et à mon rythme. C'est une expérience très personnelle et je la souhaite aux enfants qui me ressemblent dans ce côté justement d'adorer la nature, les animaux et le côté cruel de ça. Ceux qui, au lieu justement d'aimer, je sais pas, la guerre, les combats, etc., seraient plus portés sur, justement, sur les combats plus réalistes. Enfin, la guerre aussi, c'est réaliste. Voilà. En fait, le truc, c'est que la guerre, moi, ce qui me plaît moins... Bon, aujourd'hui, ça me plaît aussi, hein, mais je pense que ce qui fait que ça me parlait pas quand j'étais enfant, c'est que je comprenais pas pourquoi les gens se battaient. Ça me semblait irrationnel, je pense. Alors que se battre pour la survie... C'était très concret, je pouvais très bien le comprendre. Donc je pense que c'est pour ça que je préférais largement voir des animaux se battre pour manger que de voir des gens s'entretuer pour des raisons pas très claires. Mais aujourd'hui, du coup, j'arrive un peu plus à m'intéresser à pourquoi les humains se battent et à trouver ça intéressant aussi. J'ai arrêté de m'intéresser qu'aux loups. Aujourd'hui, l'homme est un loup pour l'homme, je comprends pourquoi, et du coup, je m'intéresse aussi aux hommes. Donc si vous connaissez des enfants qui aiment les loups, franchement, faites-leur lire... achetez-leur, tout ça, parce que c'est une super expérience quand on est petit. Et sur ce, je vais quand même spoiler la fin, même si ça n'a pas trop d'intérêt. Alors, évidemment, donc Scott recueille Cro-Blanc, Cro-Blanc qui est complètement amoché après son combat avec Cherokee qui avait failli le tuer. Alors je vous disais, j'ai adoré Cherokee, je pense que vraiment dans le passé je l'avais détesté. Le fait qu'il remue la queue quand on lui dit lâche-le, il remue la queue, il fait un petit regard genre ouais, j'entends ce que tu me dis, mais moi, voilà, mon boulot c'est de tuer et je le fais jusqu'au bout. Ça m'a fait penser à la fameuse citation de La Bon, la Brute et le Truand, je finis toujours le travail pour lequel on me paie. Le chien qui est là en mode ouais non mais moi je dois le tuer, je vais le tuer hein. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, je le lâcherai quand il sera mort. Et donc Scott qui le fait lâcher en lui mettant le canon de son arme dans la bouche. Sur le moment, j'ai eu peur qu'il le tue, parce que je me suis dit c'est quand même un peu injuste. Cherokee, il se bat comme Cro-Blanc parce que c'est ce qu'on lui a appris à faire. Ça me paraît un peu exagéré de le tuer pour ça. Il le fait pas entre guillemets de gaieté de cœur. D'ailleurs, il a fallu le pousser pour qu'il se batte. Au départ, il était pas agressif. Donc raison de plus qui fait qu'aujourd'hui je l'apprécie, alors que je pense pas que je l'avais apprécié au début. Et non, heureusement, il l'a pas buté. Donc après, quand Cro-Blanc est chez Scott, oui, un truc que j'ai trouvé moyennement crédible. Je sais pas si c'est réaliste ou pas. Je pense qu'il faudrait que des gens qui ont des chiens me le disent. C'est quand Cro-Blanc, au départ, massacre les poules du poulailler. Bah ça, du coup, oui, ça me paraît logique. Mais que après, ils lui apprennent à ne plus le faire. Ça... Pourquoi pas encore une fois, mais qu'après Cro-Blanc voit des lièvres qui sont chassés par des chiens et que leur maître encourage et qui comprend
qu'il y a des animaux domestiques qu'il faut pas toucher et qu'il y a des animaux sauvages qu'on a le droit de tuer. Et là, je me dis, je suis pas convaincue. Est-ce qu'il peut apprendre que les poulets, précisément de sa ferme, il faut pas les tuer parce que son maître lui a dit de pas les tuer? Oui. Est-ce qu'il peut apprendre qu'il a le droit de tuer les lapins dehors alors que les poulets non? Oui. Mais est-ce qu'il peut en déduire une généralisation sur le fait que les animaux de ferme, il faut pas les tuer alors que les animaux sauvages, oui? Là, j'y crois pas. Voilà, faudra que vous me disiez, mais moi je me dis que Cro-Blanc, s'il découvre un poulet qui n'appartient pas à sa ferme dehors, il risque de le tuer quand même. Et s'il va dans la ferme de quelqu'un d'autre, il risque à nouveau d'avoir envie de tout tuer, sauf si son maître lui a dit explicitement de ne pas le faire. Parce que j'ai du mal à penser qu'il va avoir fait une généralisation de se dire les basses-cours, ça appartient aux humains, ça on n'a pas le droit, et les lapins qui gambadent dans la forêt, ça c'est bon. Confirmez-moi ou infirmez-moi si vous connaissez des chiens de ferme, de chasse ou autres, qui peuvent vivre dans un contexte comme ça, où ils doivent ne pas toucher aux animaux de ferme et tuer des animaux sauvages régulièrement. Est-ce qu'ils arrivent bien à faire la distinction entre les deux, même quand ils vont chez d'autres gens, etc. Ou est-ce qu'ils ont juste vraiment déduit cela c'est non, mais cela précisément, et que du coup, quand ils vont à un autre endroit ou qu'ils rencontrent d'autres animaux, bah, ils savent pas forcément que ceux-là, il faut pas les attaquer. Ou alors, est-ce que par défaut, ils attaquent pas et que quand on leur dit là tu peux, ils le font? Je pense que c'est aussi une question de contexte, mais voilà, moi je pense que quand un animal court et a peur, etc., c'est très dur pour un chien qui est habitué à chasser de ne pas attaquer l'animal. Alors, si son maître lui dit de ne pas le faire, il peut peut-être résister, mais si son maître est pas là ou quoi que ce soit, j'ai du mal à penser qu'il va faire une généralisation qui va lui dire les poulets c'est non, ou les animaux qui sont dans des fermes c'est non, ou ce genre de truc. Donc ça aussi c'est une généralisation qui m'a un peu perturbée, où je me suis dit je suis pas convaincue que ce soit vraiment réaliste, je suis pas convaincue que les chiens fassent de telles généralisations. J'ai vraiment l'impression que les chiens, ils apprennent des choses précises. Moi, encore une fois, je peux vous parler de Magalane. Elle a très bien compris qu'elle pouvait mendier de la nourriture à mes parents et qu'il fallait pas le faire avec moi. Et dans sa tête, elle comprend bien que le monde se divise en deux catégories, les humains à qui on peut demander de la nourriture et ceux avec qui c'est super mal vu. Voilà, donc par défaut, quand elle rencontre quelqu'un de nouveau, elle essaye de réclamer, et si la personne est vraiment désapprobatrice, elle arrête. Et elle peut arrêter quasi définitivement, on va dire. Du moment qu'on va pas lui redonner, ou que rien ne va l'induire, enfin lui montrer qu'il y a des doutes là-dessus, elle va rester, voilà, mais elle essaiera avec les gens nouveaux, et les gens qui l'ont habituée à ça, elle le fera. Mais pour elle, c'est pas... C'est du cas par cas, en fait. C'est ça que j'essaye de dire. Mais les généralisations, bah c'est sûr qu'ils en font, parce que quand je lui dis « tu cherches la maison », elle me ramène dans le dernier lieu où je me suis posée, on va dire. Après, elle fait aussi avec ce qu'elle trouve, entre guillemets. Parce que je dis où je me suis posée, dans le sens où quand j'étais à l'équitation, elle me ramenait au vestiaire. Quand je suis pas loin de chez moi, elle me ramène chez moi. Quand je suis pas loin de chez mes parents, elle me ramène chez mes parents. Elle sait que la maison, c'est la base, enfin, c'est l'endroit où on va rentrer, manger, dormir, où on va rester, quoi. Si je suis dans un endroit où il y en a pas du tout, est-ce qu'elle va chercher la plus proche, ou est-ce qu'elle va me montrer un lieu qui n'aura rien à voir, etc. Enfin, c'est toujours un peu délicat, justement, de comprendre qu'est-ce qui leur a fait penser que ça rentrait dans telle ou telle généralisation, etc. Parce que, bah... c'est pas les mêmes critères que nous. Et on peut pas leur donner nos définitions à nous de ce que sont les choses. Donc ils se sont forcément fait les leurs, et si on leur dit non, etc., ils vont les mettre à jour. Mais ils ont un nombre tellement limité de cas particuliers que je pense que leurs définitions, elles sont forcément différentes des nôtres. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à étudier là-dessus. Et c'est très intéressant. Je pense que, et non, vu qu'il y a beaucoup de choses réalistes quand même dans ce que dit Jack London, je pense qu'il a quand même eu des chiens et fréquenté des chiens et qu'il en connaît un rayon sur le sujet. Mais voilà, il y a des moments où je trouve ça un peu extrapolé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, encore une fois, si vous avez des chiens et compagnie. Du coup, la fin, pour que je la spoil une bonne fois pour toutes, c'est un criminel qui s'est échappé de prison, qui va vouloir se venger de la famille du juge, parce que Scott, c'est son père qui est juge, et donc qui a condamné ce mec-là. Et donc il va venir chez lui, et Cro-Blanc va lui sauter dessus, parce qu'il a appris à comprendre que, en gros, si des gens viennent sonner à la maison, que leur maître leur dit bonjour, etc., c'est bon, ils ont le droit de rentrer, mais s'ils rentrent discrètement, sans avoir l'air, enfin en ayant l'air de devoir se cacher, etc., que c'était des ennemis. Ça, je pense que la plupart des chiens le comprennent, et ça me semble tout à fait cohérent. Le truc, c'est que le mec avait, entre guillemets, l'habitude de tuer, et si il avait vu qu'il y avait un chien, il l'aurait très certainement buté directement. Donc heureusement que Cro-Blanc a pu profiter de son expérience de loup fourbe, qui attaque sans prévenir, de manière discrète et ultra rapide et brutale, etc. Tout ce qu'il a appris
en étant à la fois chez les Indiens et après en se battant avec des chiens de combat, etc., pour attaquer le mec qui a quand même eu le temps de lui coller des balles, etc., et de se défendre, mais que Cro-Blanc a quand même réussi à le buter. Donc il a très potentiellement sauvé Scott et sa famille. On ne sait pas qui aurait tué le mec en premier, et très certainement qu'il aurait pas pu tous les tuer non plus sans qu'il se réveille ou que quelqu'un réagisse, mais en tout cas il en aurait certainement au moins tué un avant que ça s'entende. Cro-Blanc a fait ça, et donc il a fait ça en se prenant des balles dans le corps, en étant à l'article de la mort, et Scott va dire mettez tous les moyens en œuvre pour le sauver, etc. Et ça se termine en scène où il a eu des petits, enfin Cro-Blanc a eu des petits avec une certaine Collie, dont je ne connais pas la race, mais je crois qu'on nous dit quand même que c'est un chien de ferme ou un chien de berger ou quoi, donc je me demande si c'est une border. Mais rien ne le dit dans mon souvenir, donc je ne sais pas. Et donc cette fameuse Collie qui s'amusait constamment à mordre Cro-Blanc et à le tyranniser, ça aussi, on nous dit que genre c'est une loi pour les animaux, enfin pour les loups et les chiens, de ne jamais s'attaquer aux femelles. Je suis pas convaincue que ce soit une loi universellement partagée. Effectivement, les mâles sont généralement plus violents entre eux qu'envers les femelles, mais il y a quand même des mâles qui sont capables d'attaquer des femelles parfois. Donc le fait que c'est vraiment présenté comme une loi, peut-être que c'est juste pour nous dire que, en tout cas, Cro-Blanc le ressent comme ça, un œil aussi, et voilà, ceux qu'on a suivis, ils ont l'air de partager ce truc-là. Est-ce que on aurait, je sais pas pu nous montrer comment ça se fait que certains chiens outrepassent ça? Ça aurait pu être intéressant parce que réellement, c'est pas si universel que ça. C'est courant, c'est plus courant, mais je pense que c'est un peu genre du, je sais pas, 90% quoi, mais c'est pas du 100% et ça aurait peut-être été intéressant. Enfin bon, après vous allez me dire que j'en demande trop encore une fois, mais de creuser le pourquoi et du coup de justifier un peu plus ou quoi, enfin je sais pas. Le fait que ce soit pris pour acquis, ça m'a un petit peu fait tiquer, mais du coup, et aussi le fait que les femelles en profitent énormément. Bon, après, c'est vrai que les animaux sont extrêmement impitoyables, donc pourquoi pas? Quand tu te rends compte que les mâles t'attaquent pas, que t'en profites, ouais. Encore une fois, je me dis que ça peut quand même relever d'un comportement qu'il a pu observer. Ça me semble pas irréaliste, même si c'est sûr que ça donne pas une très bonne image des femmes, hein, des femelles en général. Parce que voilà, Quiche, elle est extrêmement fourbe. Après, là, quand même, il y a une manière dont il nous décrit comment Quiche regarde les loups qui s'intéressent à elle, s'entretuer pour elle, avec satisfaction, en se disant que de toute façon, voilà, elle couchera avec le meilleur, etc. Ça m'a légèrement dérangée. Je me suis dit, à la fois, il y a quelque chose d'instinctivement réaliste là-dedans, mais encore une fois, c'est tellement simplifié, tellement pris pour acquis, tellement présenté comme si c'était une vérité générale, que c'est ça qui m'a un petit peu chiffonné. Je me dis que ça aurait mérité un peu de nuance, un peu plus de subjectivité dans la manière dont c'était raconté pour nous montrer que c'était justement un instinct, une émotion, quelque chose, et pas quelque chose de logique. Parce que là, on nous le présente un peu comme si les lois de la nature, c'était un peu les lois de la physique, quoi. Alors que non, la sélection naturelle, ça s'est fait comme ça parce que ça marche. Mais voilà, ça veut pas dire que c'est bien pour autant, ou qu'on peut pas avoir mieux, ou que c'est pas susceptible d'être modifié. Et puis encore une fois, c'est plein d'exceptions, vu que la nature, ça procède par essai et erreur, etc. Donc il y a un petit peu trop d'absolu, des fois, dans la manière de présenter les choses, mais encore une fois, je vous dis, je suis quand même quelqu'un qui aurait préféré un bouquin de 1500 pages qui raconterait la même chose. Ça se discute. J'aurais bien aimé un petit peu de nuance dans la manière de parler des femelles et de leur côté ultra fourbe, etc., de comment elles profitent du fait que les mâles les attaquent pas, comment elles profitent du fait que les mâles se battent pour elles, etc. Et que, voilà, elles les regardent s'entretuer avec indifférence en se disant « je m'en fous, je prendrai le meilleur ». En tous les cas, du coup, Collie agresse beaucoup Cro-Blanc, ce qui aurait tendance à donner une certaine légitimité à la loi de beaucoup d'animés qui disent que quand une fille martyrise un mec, ça veut dire qu'elle est amoureuse de lui. Dans la réalité, on a tendance à se dire que, bon, c'est pas très réaliste, etc. Mais c'est effectivement, si on commence à partir du principe que les mecs n'ont pas le droit d'être violents envers les filles, que du coup les filles vont pouvoir utiliser leur côté fourbe et violent, etc., quasi exclusivement sur les mecs, vu qu'ils vont s'interdire de les attaquer, etc. Enfin, ouais, faire ça pour montrer à quelqu'un de la possessivité ou qui t'intéresse ou quoi, ça prend du sens, mais je trouve quand même que chez les humains... ça a l'air encore plus con. Déjà que chez les animaux, ça se discute un peu, je trouve. Mais chez les humains, ça a l'air encore plus bizarre. Après, le fait justement qu'on trouve ça chez les animaux peut, comme je vous dis, être un espèce d'argument pour le fait qu'il y ait ça chez les humains. S'il y a un instinct là-dessous, pourquoi pas. Mais après, ça se discute aussi de savoir à quel point les humains ont encore des instincts comme ça,
comme ça dépend beaucoup du milieu. Je pense vraiment que ça, c'est sûr, ça dépend à quel point les mâles sont violents en temps normal et à quel point ils s'interdisent d'être violents envers les femelles. Je pense que c'est clairement ça qui détermine cette attitude. À voir aussi dans les sociétés, entre guillemets, où les mâles sont plus à faire des démonstrations de violence, etc. Est-ce que les femelles ont plus tendance, les femmes du coup, ont plus tendance aussi à être un peu agressives ou taquines ou quoi envers eux quand elles sont intéressées par eux. Je pense qu'il y a une thèse en sociaux à faire là-dessus, mais je vais pas la faire maintenant, ça serait certainement trop long. J'en reviens donc Collie, qui a bien mordu et maltraité Cro-Blanc. Du coup, ils ont fini par coucher ensemble, comme tous les gens comme toutes les femmes qui maltraitent un mec, c'était pour lui dire que finalement il lui plaisait bien. Et donc la dernière scène du livre, c'est Cro-Blanc qu'on met devant ses petits. Évidemment, Collie grogne dessus parce que elle veut protéger ses petits en priorité. Et Cro-Blanc met un petit coup de langue sur un bébé chien en ayant l'air quand même de se demander à la fois qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, et en même temps ça lui évoque un vague souvenir agréable. Donc j'ai bien aimé comment c'était décrit cette scène. De manière générale, j'ai bien aimé comment étaient décrits les rapports des pères envers les petits et les rapports aussi des mères et des petits. C'est assez minimaliste, violent, brutal, dur, etc. En même temps mignon et en même temps réaliste, etc. Il y a un côté justement assez dure réalité de la nature, vraiment réduite à la plus simple expression, etc., que je trouve beau et triste et mignon, etc. Ça me fait éprouver des émotions un peu contrastées et tout, donc je trouve ça cool d'avoir conclu comme ça. D'ailleurs, à noter que Collie a eu quand même 12 petits, je crois, ce qui fait beaucoup. C'est rare d'avoir des portées aussi énormes. Je sais pas comment ça se fait, mais c'est à noter. Donc voilà, fin mignonne pour une histoire qui aura commencé de manière très dure. Moi, j'aime bien cette fin. Je sais que le film a été beaucoup édulcoré, j'ai dû le voir une ou deux fois quand j'étais jeune, et je l'ai jamais trop aimé, parce que justement je trouvais quand même que c'était ultra bisounours par rapport au livre. Ce qui a certainement induit ma mère en erreur quand elle a décidé de lire Cro-Blanc en pensant que c'était une histoire mignonne. Je pense que le film a vraiment été fait pour être quelque chose de familial, etc. C'est un petit peu dommage. En même temps, c'était peut-être difficile de faire autrement parce que, à moins justement de faire un documentaire animalier, passer autant de temps sur les moments brutaux de la vie de Cro-Blanc, je pense que c'est beaucoup plus facile de mettre en scène, en film, la fin avec Scott et qui réhabilite Cro-Blanc et puis le passage avec le criminel et tout ça. Je pense que c'est vraiment de ça qu'on est tenté de faire la substance du film, alors que ça c'est vraiment le dernier tiers du livre. Donc le film pour moi bof, mais le livre est cool, et donc oui, je vous le conseille à nouveau. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez, je comprendrais vraiment que vous ayez pas un coup de cœur aussi fort que moi, parce que comme je vous dis, c'est une histoire extrêmement subjective que j'ai eue avec, donc voilà, si vous le découvrez maintenant, vous allez sûrement vous trouver ça juste sympa, sans plus. N'hésitez pas à me le dire quand même, je serais pas vexée, même si vous avez trouvé ça pourri. Et si vous avez vraiment des réflexions à faire sur ce que vous pensez des chiens, qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui est pas réaliste, etc., n'hésitez vraiment pas à m'en parler, parce que j'adore vraiment essayer de comprendre les animaux. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!